Bruit de page de l'université du Havre. Bruit de page. Page. Bruit de page. Bruit de page. Donc l'ouvrage dont je vais vous parler aujourd'hui est un ouvrage qui est apparu il y a quelques mois, en avril 2017, un ouvrage qui est intitulé Caligula et qui le sous-titre étant Au cœur de l'imaginaire tyrannique. C'est une biographie, comme l'indique son titre, une biographie donc du troisième empereur romain, l'empereur Caligula. C'est la deuxième biographie que j'écris. J'ai fait paraître en 2015 une première biographie consacrée à une impératrice, cette fois, l'épouse de l'empereur Claude, Messaline, qui avait une réputation extrêmement sulfureuse. Et je m'étais intéressé à cette réputation, à la manière dont elle avait été reprise dans le cours des siècles jusqu'à donner naissance à un véritable mythe, celui de la nymphomanie. Donc après avoir étudié cette figure sulfureuse qu'était Messaline, je me suis dit qu'il serait peut-être intéressant d'étudier la figure romaine à laquelle elle est souvent associée, celle de l'empereur fou, Caligula, donc. Et c'est pour ça que je me suis lancé dans l'écriture de cet ouvrage, une écriture qui m'a pris environ 2 ans. Alors naturellement, ce n'est pas la première biographie de Caligula. En réalité, il existait déjà 7 biographies de ce personnage, qui est sans doute l'un des empereurs romains les plus fameux, aux côtés de Néron. C'est véritablement l'archétype, je dirais, du mauvais empereur romain. Il existait donc 7 biographies en diverses langues, 2 en français, plusieurs en anglais, quelques-unes en néerlandais ou d'autres langues de ce type. Donc la première question que je me suis posée quand j'ai écrit cet ouvrage, c'est naturellement de demander ce que je pouvais apporter de nouveau par rapport à cet ouvrage, dont certains sont au demeurant d'excellente qualité. En fait, quand on regarde un petit peu ces ouvrages qui ont été écrits dans le courant du XXe siècle, on se rend compte qu'il y a une oscillation, en fait, entre une logique, je dirais, de reprise des textes anciens qui condamnent cet empereur, qu'il présente vraiment comme le tyran absolu. Et on a un certain nombre de biographies, qui sont très bien vendues d'ailleurs, généralement, qui présentent vraiment Caligula comme le tyran cruel, sanguinaire, débauché, etc. À partir du début du XXe siècle, à côté de ce courant, finalement, qui accorde beaucoup de crédit au texte des anciens et considère qu'il rapporte la vérité sur les excès de ce personnage, à côté donc de ces biographies, on voit apparaître de nouvelles biographies au début du XXe siècle, qui ont à cœur, à l'inverse, je dirais, de réhabiliter Caligula, en critiquant les sources, en montrant qu'en fait ces sources étaient systématiquement hostiles à Caligula, et en essayant de retrouver le véritable personnage derrière ces invectives qui sont adressées à lui par les anciens. Donc on a un courant donc de condamnation, je dirais, et un courant de réhabilitation. L'idée, c'était en fait, dans cet ouvrage, mon idée était de dépasser cette logique de réhabilitation et de condamnation pour essayer véritablement de retourner aux sources, pour essayer de savoir comment s'est construit le mythe de ce personnage, comment s'est construit l'image de ce tyran. Je crois personnellement qu'il est très difficile finalement de retrouver la véritable personnalité de ces empereurs, dont les portraits sont extrêmement excessifs, et que donc il faut plutôt se questionner sur leur image plutôt que le personnage qui nous échappe. Donc je vais reprendre quelques éléments sur Caligula pour l'auditeur peut-être qui ne connaissent pas bien ce personnage. Donc Caligula appartient à la famille des Julio-Claudiens, c'est-à-dire la première dynastie qui règne sur Rome. On a quelques éléments sur sa jeunesse. On sait qu'il a été élevé aux côtés de son père dans les camps de Germanie. Son père était l'un des grands généraux romains du début. On est au tournant de l'ère. Caligula est né en 12 approximativement, donc, et il est dans les camps de Germanie dans les années 14 jusqu'à 17 approximativement. Donc on sait qu'il a été élevé dans les camps de Germanie, aux côtés de son père, dans la lutte contre les Germains. Son père qui était un général extrêmement fameux, qui a remporté des victoires considérables et qui disposait d'une cote de popularité tout à fait exceptionnelle. Il suit son père ensuite à Rome, on le sait, il est tout jeune, 5 ans, il triomphe à Rome, dans les rues de Rome avec son père, après les victoires de Germanie, et il le suit ensuite en Orient. En Orient, son père va décéder et donc laisser derrière lui l'enfant. C'est un décès qui, nous disent les sources, qui est suspect. On accuse l'empereur en régnant, Tibère en l'occurrence. Et donc Caligula va revenir à Rome. Il revient avec sa mère Agrippine et ses frères et sœurs. Il a 2 frères plus âgés que lui ainsi que 3 sœurs. Et dans les années 20-30, il a donc une dizaine d'années, il va assister à la destruction de son clan. Tibère, avec son préfet du prétoire Séjan, vont s'en prendre à sa famille et il verra être exilé sa mère, ses 2 frères aînés et bientôt ils seront tous mis à mort. Donc on a déjà là une histoire un petit peu complexe qui a sans doute marqué le Caligula adulte. En tout cas,
Ce qui est paradoxal, c'est qu'au début des années 30, alors qu'il est tout jeune homme, il a une vingtaine d'années, il va rejoindre à Capri, dans l'île de Capri, l'empereur Tibère, qui est finalement celui qui a mis à mort tout son clan. Et Tibère va le désigner son héritier. Il parvient au pouvoir Caligula en 37. C'est un tout jeune homme de 25 ans et il va régner pendant un peu plus de 3 ans. Un règne qu'on peut diviser en 2 phases, je dirais. Une première phase qui est marquée par une sorte d'idylle entre le peuple romain et Caligula. Il fait de nombreuses mesures de libéralisation. Le règne de Tibère avait été extrêmement dur. Il avait été marqué par de nombreux procès, une censure extrêmement forte. Caligula va jouer le rôle de prince libéral, interdisant la censure, rappelant les exilés. Donc on a toute une phase libérale et véritablement une lune de miel entre le peuple romain et ce nouvel empereur, très jeune. Puis progressivement, les sources attestent d'un basculement de son image, alors qu'il est un prince jeune, populaire, le fils du très populaire Germanicus, et on sait que la popularité de son père a retombé sur lui en quelque sorte. À partir de 38-39, on a une dégradation de son image. On voit apparaître, un souverain cruel, cynique, qui va constamment pratiquer des mesures d'exil, de mise à mort arbitraire vis-à-vis de tous ses opposants. Finalement, son règne se termine extrêmement tôt, après un peu plus de 3 ans de règne. Donc, il est mis à mort au terme d'une conspiration, donc qui est menée par des prétoriens. Donc voilà pour les quelques éléments concernant Caligula. Donc son règne, il est né en 12, donc il prend le pouvoir en 31 et il meurt le 24 janvier 41 précisément. Donc le propos était de déconstruire un petit peu cette histoire. Ce qu'il faut savoir d'abord, la première chose, c'est qu'on a très peu de sources finalement. L'histoire que je viens de raconter, elle nous est rapportée dans 2 ouvrages en réalité. La plupart des sources antiques sont perdues, la plupart des ouvrages antiques sont perdus, et donc on n'a que des bribes finalement des témoignages qu'il y avait sur ce règne. Alors on a le récit de Suétone, qui est une biographie consacrée à Caligula, qui a été rédigée plus d'un siècle, environ un siècle après sa mort, qui est un récit extrêmement à charge. Donc Suétone est bien connu pour avoir été très hostile aux Julio-Claudiens, et on a un récit qui date du début du IIIe siècle, c'est l'histoire romaine de Dion Cassius, qui est un récit qui vient du cœur de... Dion Cassius était un sénateur, donc il appartenait à la caste véritablement qui dominait l'Empire, et une caste dont on sait qu'elle était extrêmement hostile aux Julio-Claudiens et extrêmement hostile à Caligula notamment. Donc on a une source qu'on aimerait avoir, c'est Tacite, naturellement, qui est sans doute le plus grand historien de l'époque romaine. Malheureusement, Tacite, qui a écrit les Annales, qui compte tout le début de la période impériale, et donc les règnes de Tibère, de Caligula, de Claude, et aussi de Néron. Malheureusement, les livres des Annales de Tacite qui sont consacrés à Caligula sont perdus. Donc on a très très peu de sources, et l'idée de cet ouvrage, c'était vraiment de les étudier scrupuleusement, de voir comment elles étaient construites. Et ce que j'ai essayé de démontrer dans cet ouvrage, c'est finalement que, au-delà de faits réels, bien évidemment, qui sont rapportés par les anciens, on a une construction tout autour d'un Caligula qui est un Caligula, je dirais, mythique, en quelque sorte. Un Caligula qui est l'archétype du tyran, et on va greffer sur ce personnage tous les clichés qui sont associés, depuis la plus haute antiquité, finalement, au tyran. Tous les clichés qui sont associés à Caligula apparaissent déjà, en réalité, dans la littérature du 5e siècle avant Jésus-Christ, ou 4e siècle avant Jésus-Christ. Platon, par exemple, dans la République, brosse un portrait de ce qu'il appelle l'homme tyrannique, un homme qui ne contrôle pas ses passions, qui est toujours débordé par ses passions, qui n'est pas maître de lui-même et donc ne peut pas être maître des autres, qui ne peut pas diriger, puisqu'il est incapable de se contrôler lui-même, il est incapable de diriger finalement l'Empire. Tout ça, on le retrouve chez Platon et c'est repris finalement dans la littérature de l'époque romaine et plaqué sur Caligula, comme sur d'autres empereurs d'ailleurs, comme Néron. Donc on a des vices qui lui sont associés systématiquement, donc les vices de cet homme qui est incapable de se contrôler, une sexualité déréglée, on a beaucoup parlé de cette sexualité, on a fait beaucoup d'ouvrages sur Caligula et sa sexualité, effectivement, on lui prête notamment en dehors d'amour avec des hommes et avec des femmes, on lui prête des relations avec ses propres sœurs, l'inceste. Donc là, on sait, c'est une bonne image des clichés qui sont toujours associés dans l'Antiquité romaine au mauvais empereur, puisque en réalité, cette idée de l'inceste, elle revient dès qu'on a un mauvais empereur, il est incestueux. Et ça remonte en réalité très très haut dans l'histoire antique. Les sources nous présentent donc cette sexualité déréglée, avec une cruauté extraordinaire. Donc, si on lit quelques
quelques anecdotes fameuses, par exemple, on dit qu'il aimait banqueter en voyant des sénateurs donc être torturés devant ses yeux puis mis à mort. Là encore, c'est la crudelitas, la violence qui est toujours associée au tyran depuis l'Antiquité grecque. On a également, et ça c'est peut-être le trait le plus caractéristique de Caligula, il y a ce que les anciens appellent l'hubris, c'est-à-dire la démesure. Caligula, c'est celui qui ne comprend pas qu'il est un homme, il croit être un dieu. Et les textes donc nous le présentent systématiquement en train de bafouer les dieux, et nous le présentent également en train de se mettre en concurrence avec les dieux. Il essaye d'être plus grand que Jupiter, il se prend pour Neptune en traversant les océans sur un pont qu'il a fait construire pour l'occasion dans la baie de Baïès. Donc c'est le mythe de l'hubris en fait, c'est-à-dire vraiment véritablement la démesure. Et ce qui est intéressant, c'est que tout ce qui est rapporté dans les sources, certaines choses peuvent être attestées archéologiquement, et donc on a fouillé. Par exemple, les textes nous disent qu'il avait construit un temple qui était relié à son propre palais, dans lequel il se faisait vénérer comme un dieu, et là on a un bon indice qu'on est dans la construction, puisque les fouilles archéologiques ont démontré qu'en réalité il n'y avait pas de temple relié au palais de Caligula. Donc on a véritablement la construction d'une figure mythique dans ces sources, et naturellement, dès lors, il convient absolument ne pas les prendre au premier degré. Alors, quelle est la figure qui apparaît une fois qu'on a dépoussiéré ce Caligula mythique? La figure qui apparaît, c'est celle finalement d'un jeune prince, le troisième de la lignée julio-claudienne, le troisième empereur de Rome. Un jeune prince dont on a le sentiment qu'il a finalement développé une vision assez autocratique du pouvoir. Ses prédécesseurs, Auguste et Tibère, avaient conscience que Rome avait vécu très longtemps dans une république et qu'il fallait conserver du respect vis-à-vis du système républicain et de ceux qu'il représentait, en l'occurrence les sénateurs. Et on sent que Caligula, qui est finalement le premier empereur à appartenir à une génération qui n'a pas connu la République, ne respecte pas ces règles. On a quelques traces. On a, de toute évidence, un empereur qui a envie, peut-être pour la première fois, de régner pleinement sans contre-pouvoir. Et c'est ce qui explique finalement la construction de cette figure, puisque, comme je le disais tout à l'heure, toutes les sources dont on dispose sur Caligula sont des sources qui viennent du milieu qui lui est le plus hostile, c'est-à-dire ce milieu qui croyait incarner la République, le milieu des sénateurs. Alors l'ouvrage tourne beaucoup autour des derniers moments de Caligula. C'est extrêmement intéressant, ces derniers moments. C'est comment il est mis à mort. Ça a été raconté là par d'autres sources que celles que j'ai mentionnées tout à l'heure. Par exemple, l'historien juif Flavius Joseph nous décrit les derniers moments, le complot dans l'histoire juive. Donc c'est très très intéressant. Et ce qui est, quand on regarde ces derniers moments, la manière dont ils sont présentés, c'est très très intéressant parce que le sacrifice, le meurtre de Caligula est présenté comme un sacrifice rituel, un sacrifice à un dieu. On le décrit donc entouré par les conjurés, des prétoriens. Il est mis à genoux, comme on mettait à genoux le taureau quand on allait l'égorger. On lui porte un coup au même endroit que là où était porté le coup sur la bête qui était égorgée lors des sacrifices antiques. Et d'ailleurs, la phrase qui est prononcée par les meurtriers est celle qui était rituellement prononcée au moment où on mettait à mort donc les animaux dans les sacrifices. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on est dans une reconstruction, on le voit bien ici, en fait. Cet empereur s'était pris pour un dieu. Il se croyait un dieu. En réalité, il sera la victime d'un sacrifice au vrai dieu, en l'occurrence Jupiter, dont il avait voulu usurper la position. Alors voilà pour le personnage. L'ouvrage Caligula s'intéresse aussi à, bien évidemment, la construction de ce mythe dans l'Antiquité, mais aussi la postérité de Caligula, comment finalement ce personnage est devenu l'incarnation aux époques modernes et contemporaines, l'incarnation même de l'arbitraire impérial, du tyran fou. Alors quand on regarde, donc cet ouvrage m'a mené finalement de l'Antiquité jusqu'au XXe siècle, on voit que durant le Moyen-Âge et au début de l'époque moderne, Caligula est un peu oublié. Pour une raison qui est très simple, c'est qu'il a un concurrent redoutable sur le marché des empereurs fous, c'est Néron. Et Néron, c'est, durant tout le Moyen-Âge, au début de l'époque moderne, vraiment le personnage qui incarne cette folie. D'autant plus que Néron, à la différence de Caligula, est accusé par les sources antiques d'avoir persécuté des chrétiens. Et donc il est présenté même par un auteur chrétien du IIIe siècle qui s'appelle Commodien, il est présenté comme l'Antichrist. Donc dans une société qui est profondément chrétienne, l'incarnation du mal, c'est Néron, naturellement. Et on trouve même des récits qui mélangent, à partir du XIIIe siècle, Néron avec Mahomet, qui font venir Néron du monde arabe, etc. Donc il a vraiment pris toute la place, en quelque sorte, Néron. En fait, Caligula,
en dehors de quelques ouvrages ponctuels, apparaît véritablement sur le début de la scène à partir du 19e siècle. Au début du 19e siècle, à l'époque romantique, on va avoir une fascination pour ce personnage qui se traduit par un nombre tout à fait considérable, dans les années 1820, de pièces, d'ouvrages qui lui sont consacrés, avec quelques grands noms, par exemple, Alexandre Dumas lui consacre une pièce qui est une des plus super productions du 19e siècle, d'ailleurs, à l'Académie française. Il avait prévu on fasse monter des chevaux sur scène, il avait prévu un décor absolument fastueux autour de cette pièce. Donc on a vraiment une fascination pour le personnage, à tel point que la pièce d'Alexandre Dumas ne va pas bien fonctionner, et elle va devenir très rapidement, c'est un flop en réalité, elle va devenir un objet de moquerie. Et quand on voudra désigner une pièce qui est un peu longue, qui a beaucoup de prétentions et qui n'arrive pas à grand chose, on parlera d'une caligulade. Donc ça rentre véritablement dans le vocabulaire courant. Donc là, c'est la première vague de passion contemporaine pour Caligula. Le Caligula romantique, c'est un Caligula qui est bêtement méchant, c'est-à-dire il est vraiment cruel, il désire des femmes qu'il ne peut pas avoir, des vierges en général, dans les pièces qui sont écrites. Il est bien évidemment toujours en torturé, de tuer, etc. Mais à côté de ce Caligula, on a un deuxième Caligula qui apparaît dans la sensibilité à la fin du 19e siècle, qui est un Caligula plus profond. C'est en quelque sorte un Caligula qui est très jeune naturellement, et qui va tester le pouvoir pour se tester lui-même, pour essayer d'aller au bout d'une quête de lui-même. Il a tous les pouvoirs en fait, et il cherche la vérité de lui-même en quelque sorte, en abusant. Ça apparaît ce Caligula un peu lunaire finalement, qui est à la fois cruel, mais en même temps un aspect extrêmement sympathique qui est dans cette quête véritablement de lui-même. Ça apparaît dès la fin du 19e siècle dans ce qu'on appelle la littérature décadente. C'est un Caligula qui correspond bien à l'esprit fin de siècle, 19e siècle. Mais la plus belle production liée à ce Caligula qui teste l'humanité autour de lui avec son pouvoir, c'est bien évidemment le Caligula de Camus. On sait que Camus avait une passion pour Caligula, qu'il avait développé alors qu'il était au lycée. Il avait lu le texte de Suétone, il avait été fasciné par ce personnage qui... Caligula, nous dit Suétone, était capable de dire à quelqu'un, là, je pourrais être endeuillé tout de suite si je le désirais. Il y a une espèce, Suétone rapporte que Caligula regardait la plèbe et il disait parfois, là, je pourrais tous les tuer. Il y a une espèce de fascination pour ce personnage que développe Caligula adolescent. Il va réfléchir pendant toutes les années 30 à une pièce. Et la fascination a un aspect un peu étonnant, puisque on sait qu'il avait deux chats, qu'il en avait appelé un Cali et l'autre Gula. Et enfin, il va écrire cette pièce, Caligula, qui est une des pièces qui appartient à ce qu'on appelle la trilogie de l'absurde. C'est bien le propos de cette pièce, c'est bien de montrer l'absurdité de la vie, et Caligula est l'incarnation même de l'absurdité de la vie. Il a tout le pouvoir, mais dans le fond, il est malheureux, et c'est pour ça qu'il en use et en abuse pour ressentir quelque chose, parce que finalement, il est privé d'émotion. Cette deuxième Caligula, c'est ce Caligula lunaire, absurde, qu'a développé Camus. Et enfin, mes étudiants connaissent bien ça parce que je l'aurais projeté à plusieurs reprises. Enfin, il y a le dernier Caligula, le Caligula scandaleux, le Caligula incestueux, le Caligula dépravé. Et ce Caligula, il va s'épanouir dans les années 70, notamment au cinéma, avec un des films qui fera un des plus gros scandales, je crois, des années 70. C'est le Caligula Tintrop Brass, qui sort sur les écrans en 1979, qui est un film extrêmement excessif, dans lequel finalement sont racontées toutes les débauches de Caligula et qui a ouvert la porte au cinéma pornographique. Donc c'est trois Caligula, le Caligula bêtement tyrannique, le Caligula absurde de Camus, et puis le Caligula scandaleux des années 70. Donc voilà pour cette présentation.